Pas de mal. Bon, bah allez, on va mater le format de Jean-Michel Bourbon, là, pure politique. On va mater ça, comme ça fait du sens. Let's go. Vous demandez la destruction de l'État d'Israël. Égalité des droits pour les Palestiniens et les Israéliens. Le problème, c'est que vous racontez n'importe quoi. Ne parlez pas d'honneur, monsieur Boyard. Vous venez polémiquer pour essayer de vous rendre intéressant. Ah oui, j'ai vu ce petit débat, là. C'était pas terrible, hein. Bah, Louis Boyard se défend bien, mais ce mec-là, c'est une pipelette, quoi. Enfin, il se contente de... Mais de toute façon, c'est une technique, mais une technique qu'on trouve beaucoup chez les lepénistes, hein, aussi. C'est l'espèce de... Justement, moi, je voyais Dofla qui faisait un tweet en mode « Oh là là, ce mec-là est insupportable, c'est la politique que je déteste et tout ça. » J'ai pas répondu, mais j'avais presque envie de répondre « Bah oui, mais ce gars, il est malin, parce que c'est une technique qui fonctionne. » De noyer la discussion dans un flot de paroles. C'est ce que fait beaucoup Bardella et Marion Maréchal, là, on l'a vu durant le truc des européennes. C'est une technique tout à fait valable, hein, dans l'espace médiatique. Tout à fait valable. Quand tu t'en bats les couilles, tu fais ça et ça marche. Un acte de... En fait, tu peux faire ça. Ça marche très bien avec des gauchistes. Parce que les gauchistes, ils ont besoin de contrecarrer des arguments et pour ça, ils ont besoin de fournir un travail supplémentaire. Ils ont besoin de reposer du contexte. Ils peuvent pas se contenter de dire des choses simples. Donc le problème, c'est que quand tu noies dans un flot de paroles, tu empêches la personne d'avoir un développement. C'est pour ça que face à ces individus-là, il faut avoir des slogans. Je pense que la bonne technique, c'est d'avoir des slogans. C'est-à-dire que plutôt qu'essayer de débattre et poser du contexte face à un gars comme ça, il faut que Louis Boyard, il commence à dire « Vous soutenez un génocide, vous soutenez un génocide. » Et tu répètes juste ça. « Vous soutenez un génocide. » C'est juste ça. Parce que le mec, son but, c'est que tu puisses pas contextualiser. Donc dans ces cas-là, voilà, tu martèles. Je pense, hein. Collaboration avec le pire. Ouais, des éléments de langage, des phrases. Tu fais simple. Qui monte aujourd'hui dans notre pays. Allez, reculez, messieurs, dames! Reculez! François-Xavier Bellamy et Louis Boyard qui jouent les saltimbanques devant Sciences Po à Paris. Et l'adieu à Jean-Luc Mélenchon des socialistes et des écologistes. En plus, lui, Jean-Pierre Bourbon, là, je pense qu'il va peut-être avoir un avis qui va nous énerver. J'ai envie de voir son avis, en vrai. Je le rappelle, c'est un vieux briscard, quoi. Il a des avis de vieux de gauche. Le sommaire de ce numéro 76 du C'est un droitard, lui, c'est bon. Non, dosez les gens, quand même. bonbon de Serge. Arrêtez d'être des bad mulch mentaux, en fait. Arrêtez de faire le jeu des boîtes dès qu'il y a un truc qui vous énerve et que ça vous ressemble pas à gauche, en fait. Désolé, mais la gauche a une histoire. La gauche a des générations. Genre même là, j'ai eu une discussion politique, là, au bar, avec des vieux qui avaient 60 ans. Ils étaient très contents, ils me trouvaient très intéressante, mais ils ont des avis un peu... Voilà, quoi. Ils comprennent pas certaines choses. Une manif pour... Par exemple, ils préfèrent l'ancien Mélenchon, parce qu'au fond, ils aimaient bien un peu ses positions ni Dieu ni maître. Moi, je comprends qu'un vieux de gauche, il ait un peu des réflexes ni Dieu ni maître, et que du coup, il aime bien le vieux Mélenchon qui avait un peu ces idées-là. Et il comprend pas son tournant un peu islamo-gauchiste. Ils comprennent pas. Mais c'est tout, c'est comme ça, il faut faire peuple de tout bois. Il faut pouvoir discuter avec ces gens-là aussi. Bref, mais donc arrêtez de faire le jeu des boîtes à la con, quoi. La Palestine devant Sciences Po à Paris, c'est devenu la routine. Mais mardi, il y avait du nouveau. François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains, avait décidé de se rendre rue Saint-Guillaume devant l'école. Quelques étudiants, hostiles au blocage de la rue, l'accompagnaient. Je suis venu d'abord porter la voix de tous ces étudiants de Sciences Po qui refusent cette instrumentalisation, qui refusent cette prise en Donc otage lui, rappelle, c'est le candidat aux européennes. Hein. De leur institution, de nos universités, de nos amphis. Mais En fait, pour le reconnaître, c'est simple. Ce mec-là, c'est une pub vivante pour les Rafales. Il a les oreilles et le menton, voilà, on dirait un avion de chasse. l'eurodéputé n'avait pas prévu que Lui, le candidat républicain. l'insoumis Louis Boyard vienne lui porter la contradiction devant les caméras. Vous le savez très bien. Qu'est-ce que vous chantez quand vous dites de la rivière à la mer? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous demandez la destruction de l'État d'Israël. Voilà. De la rivière à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, Qu'est-ce que ça veut dire de la rivière à la mer? Égalité des droits pour les Ça Palestiniens veut dire un seul État? et les Qu'est-ce que ça veut Israéliens. dire de la rivière à la mer? Vous pouvez répéter 3 fois la question, peut-être que vous n'arriverez pas répondu en réalité. Mais je viens de vous répondre 3 fois. Écoutez, déjà vous êtes venu montrer une image de Sciences Po qui n'est pas réelle. Regardez, vous êtes là et personne ne vient vous embêter. Pardon, vous parlez depuis 10 minutes. Bah oui, ce mec-là, il est pas en train de se faire taper, quoi. Désolé, mais bon. Et puis c'est Sciences Po. Les gens, ils savent faire une manif, ils savent gueuler, mais ils savent se tenir, quoi. C'est des fils de bourges, hein, pour la plupart. Ils veulent faire passer le message, mais ils veulent pas de la bagarre, c'est pas des antifas. C'est pas des dégageurs de manif, quoi, du calme.
chose. Vous êtes venu ici. Vous êtes là depuis des jours, donc oui, on a peut-être le droit à 10 minutes. Oui, parce qu'on va venir parler du véritable sujet. En fait, là, vous avez des jeunes, d'accord, qui sont en train d'expliquer qu'il y a des enfants qui sont amputés vivants, ils n'ont pas accès à des médicaments, il y a une famine, il y a des bombardements qui ont lieu. Tout ce qu'ils demandent, c'est le cessez-le-feu et la paix. Vous venez planer le cessez-le-feu aujourd'hui? Bah là, actuellement, c'est Israël qui a refusé un accord de cessez-le-feu. C'est le Hamas, parce que qui garde... Il a du courage, Louis, quand même, d'y être allé. Oh, les gens d'oser, c'est un beau quartier de Paris, c'est Sciences Po, t'es un politique, tu vas te pointer devant. Oui, bon, c'est plus l'autre qui a eu du courage d'y aller, parce qu'il est pas en terrain conquis. Des otages encore aujourd'hui. Et puis oui, c'est son taf, quoi. Mais c'est certainement pas dans ces conditions-là que son taf est le plus difficile. Hein. Rappel, ils se sont fait gazer par les flics. Hein. Il y a eu plus de courage à aller au front dans les manifs retraites que d'aller là. Hein. Mais qui garde les otages? La libération des otages est demandée. Mais en fait, vous savez quoi? À la limite, qui la refuse et qui l'empêche? À la limite, en fait, vous pouvez avoir votre avis. Mais là, en fait, les étudiants, ils sont en train de porter un message beaucoup plus beau que le vôtre. J'ai le droit de porter un message moi aussi. Et regardez, tout le monde vous laisse porter votre message. Le problème, c'est que vous racontez n'importe quoi. Vous racontez que la fac est bloquée, la fac elle est pas bloquée. Vous racontez que les étudiants, ils soutiennent le Hamas. Ce n'est pas vrai. Ils demandent la paix et le cessez-le-feu. Et la vérité, c'est que je suis très content. Je suis très. En vérité, votre formation politique, Monsieur Boyard. C'est votre formation politique qui refuse de condamner le Hamas. Si jamais vous avez un peu d'honneur et un peu de fierté pour votre pays, ne parlez pas d'honneur, Monsieur Boyard. Vous ne pouvez pas laisser la France se rendre complice d'un génocide. Parce que des gens qui sont incapables depuis le 7 octobre de dire que le Hamas est une organisation terroriste n'ont aucun honneur et salissent l'honneur de la France. C'est bon, d'accord. Oui, en plus ils l'ont dit. Maintenant je vous pose la question. C'est la première fois qu'un député de la France... Le débat à la base c'était, oui, le Hamas est peut-être terroriste, mais Israël c'est un état terroriste. C'était ça le débat. Insoumise le reconnaît. Est-ce que vous condamnez que 15 000 On n'est quand même pas venu pour rien, vous voyez. Un député de la France Insoumise a reconnu que le Hamas est une organisation terroriste. Le fait que quand vous avez une jeunesse qui est en train de dire ce n'est pas normal, vous venez polémiquer pour essayer de vous rendre intéressant, vous faites honte à la France. Je vous regarde, Monsieur Boyard, vraiment, je me demande comment vous pouvez penser ce que vous dites. Moi, je crois que il a le seum. La vérité, c'est qu'il a le seum. En fait, je vois que dans son regard, il est en mode quel petit fils de pute, ce jeune député de 20 ans, qui est à mon niveau, qui gagne le même salaire que moi, qui va dans une assemblée et qui me tient tête. Quel manque de respect. Alors que moi, j'ai donné ma vie pour ça. J'ai pantouflé dans le privé, dans le public. J'ai tout donné pour avoir ce poste. Et lui, ce petit fils de pute, il s'est contenté de jeter des trucs sur les flics quand il était au lycée, quoi. Je pense que ça leur met le seum. Moi, je vois ça dans son regard. Au-delà du truc sur la Palestine et tout, c'est ça qui les fait chier avec Boyard. Pour rendre intéressant, vous faites honte à la France. Je vous regarde, Monsieur Boyard, vraiment, je me demande comment vous pouvez penser ce que vous dites. Des députés qui sont incapables de dire que le 7 octobre est un attentat terroriste ont perdu toute légitimité. Imagine le seum sur Rima. Ah bah non, mais Rima, là où ça les dérange, c'est que Rima, elle est meilleure qu'elle. Elle est meilleure qu'eux. Rima, elle est meilleure qu'eux dans leur domaine. Et puis Rima, c'est une cutie. C'est sûr que ça leur met le seum, mais d'une autre manière que Boyard. Boyard, c'est un peu l'irrespect de la jeunesse. Et Rima, elle est plus si jeune que ça, elle a 31. Bon, elle est jeune quand même, mais... Pour parler de droit international, c'est vraiment monstrueux. Non, pardon, Elle a 32, ah ouais. Je ne baisserai pas d'un ton parce que c'est d'une gravité infinie ce qui est en train de se passer. On parle droit international, les crimes de guerre, c'est... 32, pas si jeune, j'ai mal. Bah, désolé les gens, c'est le début d'un âge adulte mûr, 30 ans pour moi. C'est le début de l'âge adulte mûr. C'est la vingtaine quand t'es encore jeune. Extrêmement grave en droit international. Et ce que vous faites est horrible, monsieur. J'ai vu les mêmes images que vous, d'accord? J'ai vu... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'était des belligérants, c'était des soldats auxquels on pouvait s'en prendre. Pour moi, entre 30 et 50 ans, c'est l'âge de l'adulte mûr. Et à partir de 50 ans, c'est le début de la vieillesse. Et à partir de 70 ans, c'est la grande vieillesse, quoi. J'ai vu... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'était des belligérants, c'était des soldats auxquels on pouvait s'en prendre. C'est monstrueux ce que vous faites. C'est monstrueux. L'histoire retiendra ce que vous avez fait comme un acte de collaboration avec le pire. Voilà, c'est un peu contre son camp, mon ref. Qui me monte aujourd'hui. Je pense que dans les livres d'histoire, on parlera du massacre en Palestine, quand même. Je veux dire quelque chose. De collaboration avec le pire et avec le retour de l'antisémitisme. C'est le commissaire de police qui va mettre un terme à ce dialogue de sourds. Nous allons faire usage de la force. La sommation faire usage de la force. On n'impressionne pas les manifestants. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine, même si ça se cette société-là, on n'en veut pas. Vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien. Louis Boyard tente une Allez, gazez-moi tous ces bourgeois. médiation auprès du commissaire. En vain. Pardon. Le gendarme mobile passe à l'action. Une poussée énergique, digne d'un tournoi des 6 nations.
Oh, ça va. Aucune violence de part et d'autre. Oui, voilà. D'autant que les caméras sont à l'affût. Je recule. Ah oui, ça s'envenime. Lâche-moi. Oh, ça va, les flics, ils savent qu'ils ont affaire à des sciences-pistes, quoi. Ils restent gentils. Après, dans la tête d'un flic, là, tu débarques, t'as les sciences-pistes face à toi. Toi, t'as pas réussi à obtenir ton bac. Bon, il y a quand même comme quelques envies de mettre des coups de tonfa, je pense, dans la tête de certains. C'est une question de classe. Et après, j'ai pas envie de me mettre du côté des flics pour autant. Allez, allez, reculez, messieurs, dames. Reculez. Allez, on recule, messieurs, dames. Poussez. Force restera finalement la loi, même s'il y a fort à parier. Les flics, c'est le peuple. Ah oui. Que cette séquence se répète. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ce qui nous gêne le plus dans le peuple, mais c'est le peuple. Dès la semaine prochaine, et que d'autres députés se rendent sur place, l'Assemblée est à 2 pas. La gauche continue de se détruire. En fait, elle dit je soutiens les forces de l'ordre. Merci docteur Lautrec. Non, c'est pas le peuple. Pourquoi vous voulez que ça soit pas le peuple? Ils ne sont plus le peuple. Et ils sont une force anti-révolutionnaire, contre-révolutionnaire du peuple. Mais c'est le peuple. Le plus grand désespoir. Les flics, c'est le lumpen. Ouais, mais relisez Marx, hein, vous êtes... Waouh, ok. De ses électeurs. Mardi matin, sur Sud Radio, Olivier Faure a officialisé le divorce définitif. En fait, rappel par rapport au fascisme de Mussolini. Le fascisme de Mussolini, c'est advenu parce qu'on a filé un billet à des gens pauvres pour rejoindre les chemises noires et devenir des mercenaires de Mussolini pour aller éradiquer la menace rouge des syndicalistes qui prenaient les usines en otage et tout ça. Hein. C'est littéralement c'est littéralement des bourgeois qui ont filé un billet à des mercenaires. Hein. Et des mercenaires qui à la base sont pas spécialement formés. Hein. C'est pas des militaires tant que ça. Hein. Des fois, c'est juste des gens au chômage qu'on a pris. Allez hop, mise noire. C'est ça aussi. Donc oui, là où c'est le peuple, c'est que c'est des gens qui ont besoin d'un billet. Tu vois, genre. Mardi matin, sur Sud Radio, Olivier Faure a officialisé le divorce. Tout le pouvoir du fascisme. Définitif entre son parti et la personne de Jean-Luc Mélenchon. Je crois que c'est pour ça même la police en soi, tu peux la considérer comme un corps fasciste. Si tu relis la trahison de certaines classes populaires qui sont devenues chemises noires sous Mussolini pour se faire un billet, bah au final, quand t'as un mec un peu prolo qui a pas passé le bac, qui galère et qui finit par rejoindre les flics et concéder à tout ce qu'ils font dans les banlieues et dans les contrôles aux faciès ou des trucs comme ça, bah oui, il peut y voir voir un sinistre, une sorte de sinistre, un cynisme un peu fasciste, ouais. Définitif entre son parti et la personne. En même temps, je suis persuadé qu'il y a des tas de flics qui ont envie de faire leur boulot et de bien le faire, hein. C'est pas un souci. Hein. De Jean-Luc Mélenchon. Je crois que Jean-Luc Mélenchon fait tout pour rendre impossible une alliance des uns avec les autres. Il est celui qui met le feu à la plaine chaque matin. Il est celui qui, depuis le 7 octobre, n'a cessé de chercher à creuser l'écart entre les uns et les autres. Vous préparerez après le 9 une... Mais oui, en plus, désolé, attendez, je remets l'extrait. Mais là, je vois ça débat sur le lumpen. Les gens, vous êtes en train de sucer Dany Heraz, Zawa Prod, mes couilles. Vous n'avez pas l'impression que c'est quand même l'image du lumpen plus que l'image des prolétaires que ça se donne? Ayez conscience de ça quand même. Les queers, les marginaux, les gars de banlieue, les ex-drogués, les artistes chelous. Enfin, désolé, mais c'est pas les gens qu'on envoyait à l'usine dans l'imaginaire. C'est pas ça, en fait. Je ne m'estime pas prolétaire. Hein. Je m'estime pauvre, je m'estime lumpen. Pas prolétaire. Hein. Steak de droite, moufette. Comment ça? Si ça veut jouer au jeu des boîtes avec moi, faut donner des arguments. Hein. Faut pas se contenter de dire tu es de droite, moufette. Moi je veux bien. Hein. Mais dans ces cas-là, soyez précis sur quoi. De Jean-Luc Mélenchon. Je crois que Jean-Luc Mélenchon fait tout pour rendre impossible une alliance des uns avec les autres. Il est celui qui met le feu... D'ailleurs, moi je suis prolo, désolé, c'est acté. Bah oui, mais moi c'est pour ça que je m'estime pas prolo, parce que je suis une fille d'artiste qui gagnait très peu sa vie, qui est couturière et aquarelliste.
Alors, aquarelliste, c'est juste qu'elle faisait des aquarelles, mais globalement, voilà, elle a donné des cours, elle a vendu quelques tableaux, mais voilà quoi. Mais du coup, il y a quand même un capital. Genre, ma mère, elle m'a parlé de peintre, elle m'a parlé de musicien. Elle m'a mis parfois quelques bouquins entre les mains. Alors, ça m'a pas donné la culture de Cassandre, c'est sûr. Mais il y avait un petit capital culturel. Mais du coup, ça n'est pas bourgeois pour autant. Certainement pas. Hein. Ma mère, elle gagnait moins que quelqu'un qui gagnait le SMIC. Elle avait moins de sécurité que quelqu'un qui allait faire un 35 heures. Et à la base, ma mère, elle travaillait pour Okaidi, avant que ça se délocalise en Chine. Donc à la base, elle était prolo. Et ensuite, la vie qu'elle a menée quand elle m'a élevé, c'était pas une vie de prolo. Hein. Elle a trouvé des strates alternatives. Elle était couturière, elle faisait des réparations pour les gens. Elle essayait de... Elle était dans le business des robes de flamenco. C'est pour ça que moi, j'ai connu beaucoup de gitans quand j'étais enfant. Et qu'elle traînait, elle traînait beaucoup avec des gitans parce qu'en fait, elle leur vendait des robes. Elle vendait des robes, des trucs de flamenco et elle était dans ça, ma mère. Ok, Dior. Oh, wow, tout de suite. Vous faites famille de grands armateurs, on rappelle. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est du côté de mon père. Et c'est pas des armateurs, c'est des pêcheurs. Il y en a un qui a fait fortune en étant armateur. Et à l'arrivée de la vapeur, au 19e siècle, il me semble, il y en a un qui a fait fortune là-dedans, à Boulogne-sur-Mer. Donc, oui. Mais moi, la différence, c'est que ce côté de la famille, moi, mon père, il avait pas la garde. Donc, j'ai pas grandi avec eux, en fait. C'est un côté de ma famille, mais je n'en ai pas bénéficié. La seule chose dont j'ai bénéficié, c'est une dizaine, quinzaine de repas de famille où il y avait une dinde sur la table quand mon père m'emmenait le week-end voir mon grand-père. Voilà, mais c'est tout ce que j'ai vécu en soi. Oui, à la limite, ce dont j'ai bénéficié aussi, c'est que ils avaient une maison de vacances à Ardelot. Et du coup, j'ai passé des vacances à la plage à Ardelot, dans un appart qui appartenait à la famille. Mais tout ça, je n'en bénéficie pas, enfin, dans le sens où je n'ai pas grandi avec eux. C'est pas eux qui m'ont élevé. Dingue la dinde. Ah, c'était bon, hein. Je dis pas non. Héritage, c'est pour quand? Non, je pense pas que je vais hériter, les gens. Je suis désavoué par toute cette famille-là. C'est ça que vous comprenez pas. Si j'étais resté un mec blanc qui avait fait des études et tout ça, il n'y aurait pas eu de souci. Peut-être que j'aurais pu être considéré. Mais les gens, je suis une femme trans. C'est une famille de droite chrétienne. Bien sûr qu'ils m'ont désavoué. Plus personne ne me parle dans la famille. Ouin ouin. Mais non, mais je ouin ouin pas. Moi, je m'en bats les couilles. J'ai pas envie d'avoir un héritage. Je m'en fous. Moi, je vis ma vie. Hein. T'es plus blanc. Bah non, mais c'est... Mais non, mais ah oui, non, je peux pas changer de couleur. C'est pas ça que je dis, mais... J'étais resté un mec, ça allait, quoi. Ça peut être pire que Cassandre de la famille des Sédou. On rappelle le tiers de bourgeoisie. Bah oui. Oui, oui. Mais moi, j'ai pas de mal à en parler. Hein. Je suis pas complexé. J'essaie juste d'expliquer que c'est plus précis que ça. Avoir un côté de la famille avec un peu un côté bourgeois de province, ça ne veut pas dire que j'en ai bénéficié, en fait. C'est ma mère qui avait la garde. Moi, j'ai grandi dans un quartier HLM. Pas Bourges, Cassandre, Michotte. Non, c'est pas Bourges, c'est le bas de la grande bourgeoisie, Cassandre. C'est pas la grande bourgeoisie, c'est un peu le lot mid-tiers de la grande bourgeoisie. Au fait, même si t'étais de la famille Le Pen, on t'aime tous. On t'aime, nous. Ah bah, non, non, merci. Parents turbo-prolo, turbo-cultivés, je comprends pas la tech. Oui, 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 oui. Bah, il y a des parents turbo-prolo qui ont une culture, bien sûr. Hein. Par exemple, j'en parlais une fois avec Usul. Usul, c'est ça, un peu. Lui, il a un daron turbo-prolo, mais son daron, sa passion à côté, c'était de peindre. C'est pour ça qu'Usul, à la base, il faisait de la bande dessinée. Je sais pas si vous êtes au courant, il faisait du dessin. D'ailleurs, il m'avait envoyé une fois ses dessins. Faudrait que je retrouve. Je les ai peut-être de côté, mais après, c'est lui qui devrait les montrer. Je vais pas commencer à prendre des dessins d'Usul et les montrer en stream. Mais il m'avait montré des trucs, une fois, sur Discord. Et oui, Usul, lui, c'est ça. C'est son daron, fan de peinture et tout ça, qui lui transmet un peu ça. C'est pour ça qu'il a fait les beaux-arts, Usul. Que son daron lui a parlé de peintre, lui a mis des livres sur la peinture entre les mains. Et pourtant, c'était un turbo prolo. Alors là, pour le coup, Usul, vraiment turbo famille de prolo. Hein. Je sais plus ce qu'il fait son daron, mais je crois que son daron, il bosse pour la SNCF, et sa daronne, elle était assistante sociale.
crois que c'est ça. C'était stylé. Ah oui, il dessine bien, Usul. Hein. Ah ouais, il a un bon coup de crayon. Hein. Ouais. Bon, attendez, au pire, attendez. Est-ce que j'ai pas ça de côté? Léo. Peut-être vous en montrer, hein. Vous voulez que je vous montre un dessin d'Usul? Peut-être vous en montrer un, quoi. Regardez, je vais vous montrer ça si vous voulez. Et voilà, hein. Il dira rien, c'est pas méchant. Juste parce que, voilà, vu que j'en parle... Voilà, ça c'est un dessin d'Usul. Ça c'est ce que faisait Usul, il faisait de la BD comme ça, là. En vrai, il s'en sort bien, hein. Il y a un truc. Pas mal, hein. Et voilà, il a un style très comics. Très influencé par le comics. Pour ça, à mon avis, avec Raz, ils ont des discussions là sur les comics. Ressons de fou, ouais. Bref. Personne de Jean-Luc Mélenchon. Je crois que Jean-Luc Mélenchon fait tout pour rendre impossible une alliance des uns avec les autres. Il est celui qui met le feu à la plaine chaque matin. Il est celui qui, depuis le 7 octobre, n'a cessé de chercher à creuser l'écart entre les uns et les autres. Vous préparerez après le 9 une coalition sans Mélenchon. Une coalition de gauche sans Mélenchon, c'est clair. Mais je crois que c'est absolument clair. Waouh, ah ouais, c'est finito. Il n'y a aucune possibilité aujourd'hui de retrouver quelqu'un qui traite Jérôme Gage de délateur. C'est une tribune. Waouh, putain. Une de Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment finito, quoi. Alors que ce mec-là, il est venu faire des grands discours. Tu sais, Mélenchon, on s'en rappelle, hein. Dans la NUPS, ça a été l'un des plus, un des plus poreux au rapprochement avec la FI, hein. Après, ça reste ce gars, quoi. Dans l'Insoumission, le journal du mouvement qui a précipité les choses. Le chef de file des Insoumis s'en prend à nouveau au député socialiste Jérôme Gage. Il l'avait déjà accusé, à tort, d'être à l'origine de l'interdiction de la conférence qu'il devait donner avec Rima Hassan à l'université de Lille. Voici ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon à propos de Jérôme Gage. L'ambiguïté du propos est un signe dans son milieu de fanatisme. L'intéressant est de le voir s'agiter autour du piquet où le retient la laisse de ses adhésions. Pour des générations, ils seront les socialistes qui ont couvert un génocide, mais surtout... À tort. Il n'a pas tort. Surtout aussi renier les principes les plus constants de la gauche du judaïsme en France. Il n'a pas tort. Quand on... Bah, il n'a pas tort, en fait. Il n'a pas trop tort. Me dit que j'ai trahi les principes constants du judaïsme de gauche, ça veut dire que... Après, là où il a tort quand même, Mélenchon, c'est que les principes les plus constants de la gauche du judaïsme en France... Désolé Mélenchon, mais il y a une raison pour laquelle l'UJFP et Tzedek, pas grand monde les connaît, et ils se font boycotter, et ils se font interdire leurs trucs. Hein. C'est que c'est plus trop le cas. Là, il fait référence à une histoire qui est quand même très lointaine. Hein. L'histoire où la gauche juive était antisioniste, bon, c'était avant la Seconde Guerre mondiale et un petit peu après, mais c'est pas resté si longtemps que ça, quoi. Il a complètement raison. Bah, il a raison d'un point de vue historique très lointain. Mais il y a quand même eu des années, il y a quand même eu 30, 40, 50 ans d'histoire de sionisme de gauche en France. Hein. Est-ce faux? Non, c'est pas faux. Mais c'est un peu catapulté de manière très lointaine, quoi. Après, Mélenchon, il aime bien faire ça. Il aime bien avoir, dans ses propos politiques, étendre le temps énormément. Faire des références à la Révolution, voire même à la royauté, des fois. Enfin, il aime bien ça. Mais du coup, c'est sûr que dans le moment présent, bon, c'est peut-être pas le truc le plus pertinent à dire, mais bon. Disons qu'il fait un peu une impasse sur le fait que, oui, ça a été une idée des juifs de gauche en France, c'est sûr. Mais il y a quand même eu une période où ça n'est plus la constance de la gauche du judaïsme en France, c'est faux. Il y a eu une étape entre deux, quoi. Les plus constants de la gauche du judaïsme en France. Quand on me dit... Mais après, ça reste un énoncé performatif. En fait, quand il dit ça, Mélenchon, il écrit l'histoire d'une certaine manière, parce qu'il est en train de dire, bah regardez, la gauche juive, ça a toujours été ça. C'est un énoncé performatif, quand bien même c'est pas si vrai que ça.
en le disant, il crée cette idée que la gauche juive en France, c'est ça. Et ça doit rester ça. Et ça a une histoire. Et du coup, bah oui, politiquement, un énoncé performatif, ça fonctionne. Hein. Il a dit judaïsme. Oui, la gauche juive. Merci Chris Catrod. Que j'ai trahi les principes constants du judaïsme de gauche, ça veut dire qu'on voit en moi, non pas un élu de la République, non pas un universaliste républicain, mais quelqu'un qui est, pour reprendre son expression dégueulasse, qui tourne autour du piquet ou le retient à la laisse de ses adhésions. Voilà. C'est pas si faux. Je pense que l'expression à elle-même dit... Ah, ça dit tout du PS, c'est une bonne image pour décrire le PS. L'impensé, le surmoi, voire l'explicite abject qui peut innerver ce propos. Il y aura toujours besoin. Après, là où il se trompe Mélenchon, c'est partir du principe que tous les gens qui sont dans le PS ont conscience qu'ils sont en laisse et ont conscience qu'ils restent là parce que c'est des bons toutous. Je pense que la plupart sont des convaincus, parce que c'est une question de classe sociale, c'est une question de vision du monde, quoi. Je pense qu'ils sont convaincus d'être au bon endroit. Hein. Ils n'ont pas l'impression d'être en laisse. Hein. Voir l'explicite... Mais par contre, je pense que beaucoup d'entre eux ont quand même l'impression d'être en laisse. Je pense qu'Olivier Faure se sent en laisse, par exemple. Après, je pense qu'il se sent quand même au bon endroit, en étant au PS. Mais je pense que c'est l'un de ceux qui se sent en laisse le plus, quoi. Abject qui peut innerver ce propos. Il y aura toujours besoin du rassemblement de tous les républicains, de gauche, écologistes, féministes, universalistes, européens. Mais forcément, c'est pour ça que moi je ne crois pas aux gauches irréconciliables. Par contre, je pense aujourd'hui que Mélenchon est irrécupérable dans ce périmètre. Lors du point de presse hebdomadaire de la France Insoumise, mardi matin, Clémence Guettet a rebondi sur les propos d'Olivier Faure au micro de Sud Radio. Visiblement, la députée du Val-de-Marne ne souhaitait pas rajouter de l'huile sur le feu. Bon, ça lui appartient. Mais combien au présidentiel? 3%, 2%, je sais plus. Il a le droit de déclarer ce qu'il veut. Pour notre part, nous sommes dans l'étape présente, c'est-à-dire aux campagnes européennes. Et vous savez pourquoi nous sommes partis divisés à cette élection, alors même que si nous sommes là tous devant vous aujourd'hui, mais il en va de même pour le groupe socialiste, c'est bien parce que nous avions réussi à faire la NUPES. 1,9%, ah ouais, c'est encore... tous ensemble sur un programme ambitieux qui contenait notamment tout un chapitre sur les questions européennes et donc je pense qu'il devrait avoir à cœur de tenir des engagements programmatiques plus d'un an. Après ces déclarations n'engagent que lui. Il y a 1 an et demi, 2 ans, il faisait campagne comme nous pour que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. S'il ne s'agissait que de l'éternelle opposition entre une gauche d'accompagnement et une gauche de rupture, on serait en terrain connu. Mais cette fois, il semble bien que la France insoumise se soit coupée de toutes les autres familles de la gauche. Waouh, mais c'est ça son analyse. En fait, ouais, bah oui, mais je comprends, c'est un vieux de gauche, quoi. Lui, il est en mode, mais pourquoi les forces de gauche ne s'allient pas? Le Front Populaire, nanani, nanana. Mais gros, c'est pas eux qui ont décidé, en fait. T'as essayé de les noyauter durant la NUPES, et en fait, globalement, ils sont mangés que des refus. On passera sur Fabien Roussel qui n'a jamais réussi à mettre plus d'un... En fait, c'est fascinant ce discours parce que c'est pas compliqué d'identifier que ça a été un refus de la part des autres orgas. C'est pas compliqué à identifier quand t'es honnête et que t'es journaliste. Mais c'est parce que la FI, elle plane constamment sur la FI une image de radicalité et une image de machiavélisme politique. Et du coup, on leur prête toujours le fait que c'est eux qui rompent les liens. C'est eux qui agressent. C'est eux qui sont méchants. Pied dans la NUPES pour s'attarder. Après, il faut être machiavélique en politique. C'est triste à dire, même. Et sur les écologistes. Écoutez Marie Toussaint, il y a quelques jours, en meeting à Bordeaux. Si le ton reste posé, les mots, eux, sont ravageurs. Ce soir, monsieur Mélenchon, je veux aussi vous parler de la France et de la politique de désolation que vous y poursuivez. Elle porte un nom. La politique de la terre brûlée. Voilà votre stratégie. Diviser la gauche en 2 blocs. Empêcher toute union qui risquerait de se faire sans vous, prendre la tête du bloc de la radicalité et contraindre tout le monde à vous suivre. Au millimètre près, voilà ce que vous faites. Peu vous importe que la gauche soit faible collectivement si vous y restez puissant individuellement. Oh, ils sont en train d'accuser de carriérisme les carriéristes. Enfin, ils sont en train d'accuser de carriérisme... Bref, vous avez compris. Oui, bon. Mais si votre stratégie échoue, comme elle a échoué 3 fois déjà, Après, la FI a des problèmes de carriérisme. Hein. Ils ont un problème de carriériste qui s'appelle Quatennens. Mais si votre stratégie échoue, comme elle a échoué 3 fois déjà,
Quelle sera votre postérité politique? Qu'aurez-vous légué au pays, si ce n'est la division? Et qu'aurez-vous enseigné aux jeunes générations, si ce n'est l'amour de la brutalité? Du côté de la France insoumise, on a coutume de rappeler que les socialistes, les communistes et les écologistes n'auraient pas eu autant de députés sans la NUPES. Mais la réciproque est vraie. La France insoumise n'aurait pas obtenu 75 députés sans les désistements des autres formations de gauche. Quoi qu'il... Ok, je peux entendre cet argument, mais ouah, bon bref, ok. Serge Faubert qui a décidé de ce truc-là. Oui, bon. Il arrive, ces familles sont condamnées à s'entendre. Aucune ne pourra jamais prétendre à l'hégémonie. C'est l'analyse que font par exemple un François Ruffin ou une Clémentine Autain. Gauche dure et... Bah oui, mais bon. Les gauches molles sont dans un bateau. Si l'une tombe à l'eau, l'autre se noie et le RN prend la barre. Merci d'avoir regardé cette... Ah ouais, mais du coup, on veut quoi? On veut une gauche café au lait? Une gauche café latte? Est-ce que on pourrait pas aussi avoir une gauche qui se durcit? C'est bien dur, ça donne envie. Une bonne gauche bien dure, là. Chronique. Si vous l'avez apprécié, partagez-la et mettez des pouces. Un abonnement à la chaîne, un clic sur la cloche. Et je comprends que les vieux, ils ont envie de défendre la gauche molle. Ça leur parle un peu plus. Et vous ne manquerez aucun de nos contenus. Pour nous soutenir financièrement, c'est sur DonorBox que ça se passe. Merci à tous ceux qui nous accompagnent au fil des mois. Nous aurons d'ailleurs quelques annonces à vous faire bientôt. Suspense. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau Pôle Express. Oui, bon, ok, intéressant. Bon, c'était pas sa meilleure vidéo, mais...